Bonsoir, du lundi au vendredi, nous faisons le tour de l'actualité locale et en ce 13 avril, il sera notamment question de politique. Ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, députée des Yvelines, Valérie Pécresse lance officiellement sa campagne pour la présidence de la région Île-de-France. En cas de victoire, elle démissionnera de ses autres mandats. Politique également avec le résultat de l'élection municipale de Voisins-le-Bretonneux. Un second tour sera nécessaire. Les 4 listes ont la possibilité de se maintenir. Nouvelle édition des rencontres de l'autonomie les 14 et 16 avril à Géronthandicap sur le thème cette fois-ci de l'accompagnement et le prendre soin des personnes âgées ou en situation de handicap. Nous en parlerons avec nos invités en plateau. Ce fait divers pour débuter, les pompiers mobilisés dans la nuit de samedi à dimanche pour un incendie de baraques de chantier. 3 bâtiments utilisés dans le cadre d'une rénovation d'immeubles près de la gare en feu. Les pompiers ont été appelés dans la nuit vers 1h du matin pour intervenir rue Marcel Rivière à La Verrière pour mettre donc fin à cet incendie. Sur place, les secours ont découvert 3 départs de feu. Ce pourrait donc être un incendie criminel. L'enquête est en cours pour plus de détails dans les prochains jours. Après Chantal Joanneau pour l'UDI en début de semaine dernière, c'était au tour ce week-end de Valérie Pécresse pour l'UMP de lancer sa campagne pour la présidence de la région Île-de-France. Depuis Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, elle a souligné que son engagement serait total. Les images sont de Maxime Lemaine. Une arrivée en musique au milieu d'une foule de 2000 personnes. Depuis la Seine-Saint-Denis, Valérie Pécresse a voulu marquer les esprits et adresser un message aux électeurs. Elle est la seule à pouvoir battre les socialistes lors des régionales en Île-de-France programmées en décembre. Et ce gâchis, c'est le bilan de la gauche. C'est l'échec du trio Jean-Paul Huchon, Marie-Pierre de la Gontrie, son bras droit depuis tant d'années, et de la verte Emmanuel Cos. Tous les franciliens le disent, on vit moins bien en Île-de-France en 2015 qu'en 1998. Cette ferveur m'encourage énormément. Mais vous savez, je pense qu'il y a une envie d'alternance, une envie de changement. La région Île-de-France, c'est le moteur de l'avion France. Et si nous changeons la région, j'en ferai un laboratoire de l'alternance avec moins d'impôts, avec plus de logements, plus de transports et puis aussi plus d'emplois. Un grand pacte régional en faveur de la ruralité, un soutien à l'accession sociale ou encore un plan hors sec pour les transports figurent dans ces propositions. Mais bien qu'en tête dans les sondages ces derniers mois, l'inconnu Front National et la présence d'une liste UDI pourraient néanmoins hypothéquer la victoire. Valérie Pécresse est d'abord une battante. La vie est difficile. Chacun de ceux qui sont ici le savent bien. Dans la vie, il faut se battre. Rien n'est acquis, rien n'est donné. Soutenu par Nicolas Sarkozy, mais aussi par François Fillon et sur le plan local par Pierre Bédier, président du conseil départemental, qui avait tous fait le déplacement. Valérie Pécresse souhaite donc une union dès le premier tour avec l'UDI. Parce qu'elle a du talent, parce qu'elle a de la conviction, parce qu'elle est passionnée de l'Île-de-France, parce qu'elle a un sens de l'intérêt général qui est sain et dont on a besoin ici, en Île-de-France. D'ici à l'été, l'ancienne ministre, actuelle députée, entend parcourir les 100 circonscriptions de l'Île-de-France. Élection municipale à Voisins-le-Bretonneux à présent. C'était dimanche. Les 4 listes du premier tour peuvent se maintenir, même si la maire sortante, Alexandra Rossetti, possède une large avance avec près de 49% des suffrages exprimés. Les candidats ont jusqu'à demain, mardi, pour déposer leur liste en préfecture. Catherine Zulato. Alexandra Rossetti, Villebois-Voisins, 2458 voix, 48,8%. Avec 48,80% des suffrages, la liste d'Alexandra Rossetti vire très largement en tête à l'issue du premier tour de l'élection municipale partielle de Voisins-le-Bretonneux. Un soulagement pour celle qui obtient 2458 voix, loin devant ses adversaires. Moi, je suis soulagée parce que voilà, je trouve que 48,8 avec 4 listes, c'est quand même un très beau score. Et voilà, je suis très contente. Et en route pour un deuxième tour cette fois. Je m'attendais quand même à faire un bon score. Mais après, quand il y a 3 listes du même bord, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Mais je pense que de ce que j'entendais dans la population, je m'attendais quand même effectivement à ce qu'on fasse un beau score dès le premier tour. Pas de stratégie d'alliance pour le second tour pour la maire sortante. Un deuxième tour où chacun peut se maintenir, toutes les listes ayant réalisé plus de 10% des suffrages exprimés. La liste menée par Thierry Gasteau obtient 17,53% des suffrages et arrive en seconde position. Ce lundi matin, l'ancien directeur de cabinet d'Alexis Biette a tendu la main à Olivier Afonso, dont la liste est arrivée en 4e position pour réaliser l'union. Moi, j'ai toujours voulu rassembler ma famille politique. C'était le cas au premier tour, on n'y est pas parvenu. C'est à nouveau l'offre que je viens de faire à Olivier Afonso.
Nos programmes sont finalement assez proches. Je pense qu'il y a plus d'éléments en tout cas qui nous rapprochent que qui nous séparent. Donc c'est encore mon ambition pour qu'on puisse vraiment présenter une nouvelle génération d'hommes et de femmes à droite, à Voisins, qui fassent un peu table rase du passé. On a travaillé ensemble dans le passé. Beaucoup de membres sur sa liste et sur la mienne se connaissent et ont travaillé ensemble. Une main tendue qu'Olivier Afonso n'avait pas encore saisie ce lundi en fin d'après-midi. Il souhaitait se laisser le temps de la réflexion. Dimanche soir, à l'annonce des résultats, le président du comité syndical de Champfleury se félicitait de son score, 16,76%. Bon, d'abord, il y a une avance de Mme Rossetti qui est considérable, qui est vraiment considérable, ce qui prouve quand même que les Vicinois voulaient refaire confiance à Mme Rossetti. Mon sentiment sur mon score à moi est extrêmement positif, dans la mesure où Jean-Louis Tison a fait 12% l'année dernière et j'en fais pas loin de 17% pour un candidat qui n'était absolument pas connu, ce qui prouve bien que les Vicinois veulent du renouvellement. La liste de rassemblement de la gauche menée par Jean H totalise 16,91%. Le conseiller municipal d'opposition élu depuis 1995 dans la commune se disait déçu du résultat de ce premier tour. Je pensais que nous pouvions faire 20-25%, si on est optimiste. Et le troisième, je pense que les Vicinois n'ont pas pris la mesure de la stérilité et de l'inefficacité d'une opposition droite-droite. Et je crains qu'on reconduise ce qu'on a mal vécu pendant un an. Nous appelons les Vicinois à voter pour une opposition constructive, efficace et complètement désintéressée. Il n'y aura pas d'alliance pour notre côté, on n'est pas pour les alliances contre nature, on n'a aucune ambition personnelle, le problème n'est pas là, on veut travailler pour les Vicinois. Les électeurs sont donc rappelés aux urnes dimanche. Les candidats s'inquiètent d'ores et déjà de la participation pour ce second tour qui aura lieu le premier week-end des vacances de Pâques. Dimanche dernier, 52% des Vicinois se sont déplacés aux urnes. Et le risque principal dans ce genre de situation, c'est l'abstention. Les électeurs vont-ils rester mobilisés? Nous sommes allés à votre rencontre aujourd'hui. Irez-vous voter? C'est notre question du jour à Voisins-le-Bretonneux. Ah bah oui, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est un devoir, c'est normal. Non déjà, ceux qui votent pas, moi je leur mettrais une amende. Comme ça on récupérerait des sous. Non. Pourquoi? Déjà, je ne suis pas très intéressée pour voter un an après. Je trouve que c'est un petit peu difficile. Pourquoi j'ai voté? Parce que c'est mon devoir civique, tout simplement. Pour avoir un nouveau maire. Enfin, peut-être le même, mais l'un ou l'autre, quoi. Mais il nous en faut un quand même. Oui, on était très contents, très satisfaits de notre maire d'il y a un an. Donc, on voudrait qu'elle repasse. Non, pas du tout. Non, pourquoi? Non, parce que je trouve que c'est ridicule ce qui se passe et aucune envie de voter. Voilà, aucune envie de faire le déplacement pour ça. J'ai vu les résultats. Bon, ça va être la continuité de l'élection qui avait eu lieu il y a un an. Et c'est une bonne chose, je trouve, oui. Ça va faire du bien à la commune. Lui n'est plus maire de sa commune. Henri Pailleux n'est plus le premier édile de Coignères. Une page se tourne pour celui qui dirigeait Coignères depuis 1986 et il part fâché avec la politique. L'élection de son successeur Jean-Pierre Sevestre s'est déroulée samedi matin sur place. Florane Parfait et Mélanie Poquet. Henri Pailleux rend son écharpe. Après 3 décennies à la tête de la municipalité de Coignères, l'image est forte. L'ancien maire passe la main à son adjoint aux affaires économiques, Jean-Pierre Sevestre, réélu à 21 voix contre 6 par le conseil municipal. Je m'attendais à cette élection ce matin et j'en suis très heureux. Je sais que succéder à Henri Pailleux, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de pas très aisé tout de même, parce que c'était un personnage au sein de la commune. Et il a fait au cours de ses 30 ans de mandat des choses extraordinaires sur la commune. Prendre la suite d'Henri Pailleux, c'est quelque chose d'un peu difficile tout de même, hein, mais je sens que j'ai le courage d'assumer la succession. Figure locale, Henri Pailleux, maire UMP, avait annoncé il y a quelques mois sa future démission. Opposé à l'entrée de Coignères dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, il a préféré quitter son poste, mais continuera à siéger au conseil municipal. Il n'est pas simple, je dirais, de quitter une fonction qui était celle que j'exerce donc depuis 1986. Et donc, effectivement, c'est avec une grande émotion que j'ai pris la décision donc, de passer le relais, parce que j'estime qu'à 75 ans, il faut être raisonnable. Lorsqu'on part de la 212e position parmi les villes les plus riches du département
et qu'en 30 ans, on l'amène à la 2e place derrière Vélizy, j'ai de quoi être fier. Du côté de l'opposition, cette décision est critiquée. C'est ce qu'affirme Didier Fischer, représentant de l'opposition. Il s'est également présenté à l'élection de premier magistrat. Ce départ, moi, me faisait l'impression d'un déni de démocratie. C'est d'ailleurs un certain nombre de coignériens qui l'ont exprimé assez clairement. Dans la mesure où on se présente à une élection et que l'on dit qu'on va aller jusqu'au bout, puisque toute la campagne a été un petit peu aussi fondée là-dessus, on va aller jusqu'au bout, eh bien, on voit que 9 mois après, lors de sa déclaration des vœux, il nous annonce sa démission. Donc il y a quelque part, je dirais, une forme de trahison. L'opposition a néanmoins salué le travail d'Henri Pailleux. Didier Fischer s'est dit prêt à travailler en bonne intelligence avec le nouveau maire. Le prochain dossier important sera évidemment l'entrée de la ville dans l'intercommunalité. Et ce sera a priori pour le mois de janvier, cette arrivée dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, adoptée en mars par le Sénat, mais aucune date n'est encore connue pour la 2e lecture par l'Assemblée nationale. C'est dans ce contexte que va se tenir la 4e édition des rencontres de l'autonomie à Gérondicap, 14 et 16 avril. Invité du journal ce soir, Fouad Madek, administrateur de Gérondicap. Bonsoir. Bonsoir. Et également Isabelle Arrochan, sa directrice. Bonsoir. À vous. Bienvenue à tous les deux. J'évoquais tout à l'heure en introduction le flou de la mise en place d'une loi sur le vieillissement. On pourrait aussi ajouter le bilan mitigé 10 ans après de la loi pour l'égalité des droits et des chances. Sur la question de l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Bonsoir. Il y a énormément de choses à faire, effectivement. C'est une loi supplémentaire. Alors, comme vous l'avez évoqué, 2005-2015, 10 ans de la loi de 2005 pour l'égalité des chances. Et la prise en charge de la dépendance des personnes en situation de vieillissement et de handicap. C'est pas qu'il n'y a pas des moyens. C'est-à-dire si on voit le national, le local aussi, nous débordons de moyens, sauf qu'il y a un problème de coordination et de cohérence de prise en charge. Il y a plusieurs écoles et chaque école se trouve dans la politique ou le schéma départemental selon le choix qu'on va adopter, soit une orientation directement via les personnes handicapées ou bien les personnes âgées, mais il n'y a pas cette cohérence dans la communication entre le médico-social, entre le social et entre le soin. D'où la nécessité de cette loi qui se fait attendre, même si elle a été validée déjà par le Sénat. La 2e lecture, il n'y a pas encore de date pour l'Assemblée nationale. Exactement, et il insiste beaucoup sur cette cohérence effectivement d'intervention. Aujourd'hui, une personne âgée, par exemple, qui décide de se maintenir à domicile, qui ne souhaite pas aller dans un établissement de type EHPAD, elle se trouve face à plusieurs intervenants, donc des auxiliaires de vie pour tout ce qui est repas, tout ce qui est ménage, tout ce qui est aide à domicile, des soins infirmiers, des séances de kiné éventuellement, des courses à l'extérieur, mais tous ces gens-là ne se coordonnent pas, c'est-à-dire ils ne se connaissent pas entre elles, et il n'y a pas un prescripteur, si vous voulez, identifié en tant que tel pour coordonner l'ensemble de ces prestations. Donc ça, c'est pour le contexte, et dans ce cadre-là, 14-16 avril, ce colloque que vous organisez pour Gérondicap, avec des ateliers aussi, ça sera pour le 16, le colloque c'est le 14, et le thème c'est prendre soin, une course aux obstacles. Pouvez-vous nous en dire plus, peut-être nous présenter le thème du colloque ? Comme vient de le dire M. Madek, tous les intervenants professionnels déjà ne se connaissent pas. La famille, l'entourage au sens large prend soin aussi des personnes vulnérables, personnes en situation de handicap, personnes âgées. Comment faire pour que ce prendre soin devienne beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pour tout le monde, aussi bien pour les personnes qui le vivent au quotidien, qui sont directement touchées par la dépendance ou la situation de vulnérabilité, que pour les professionnels et les proches qui les accompagnent. Donc le colloque va permettre d'échanger autour de toutes ces thématiques-là et de dégager peut-être des solutions ou des pistes, guider le grand public. Est-ce que le grand public est convié aussi sur le colloque ? C'est la grande thématique de ce colloque. On veut être aussi originaux. Habituellement, on a fait jusqu'à présent, on est sur la 4e édition. Nous avons fait effectivement des actes qui ont été publiés. Là, nous faisons le pari de faire quasiment des recommandations
à travers ces actes-là, puisqu'on fait intervenir des sociologues, on fait intervenir des juristes de renommée internationale, des humoristes aussi, parce que c'est une thématique qu'on peut aborder sous cet angle-là. Notre idée, c'est de pouvoir, pourquoi pas, présenter effectivement une plateforme de revendication pour le prochain schéma départemental pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes dépendantes et des personnes handicapées vieillissantes. Donc ça doit permettre un changement, il y aura une finalité au colloque qui sera organisé et le but c'est d'infléchir les politiques, ou en tout cas de coordonner mieux. C'est ce que nous espérons et nous pensons peut-être prendre un bâton de pèlerin avec d'autres acteurs pour pouvoir sensibiliser les élus locaux, que ce soit les maires, que ce soit les conseillers départementaux, pour qu'on puisse effectivement asseoir une politique digne de ce nom-là, puisque la France a la chance, je veux dire, grâce à la médecine, voir l'avancée en âge. Et puis nous avons aussi l'ambition de pouvoir aussi former et accompagner les accompagnateurs pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches de la façon la plus digne et la plus cohérente. Vous nous disiez tout à l'heure, il y a des moyens, il y a une prise de conscience aussi, elle est réelle, elle existe des pouvoirs publics. Les personnes âgées de plus de 60 ans, aujourd'hui, c'est 15 millions de personnes, 24 millions normalement en 2060 pour la France. Il y a une prise de conscience de ces problématiques-là? Il y a une prise de conscience, mais le problème qu'on constate, si on fait un zoom sur, par exemple, le département des Yvelines, il y a la politique départementale, mais il y a aussi les politiques communales. Et ce que nous regrettons, c'est que chaque commune reste sur son précaré, en quelque sorte, c'est-à-dire mes personnes âgées, c'est à moi, ça m'appartient, je les partage avec personne. Et ça, je trouve ça regrettable. Ce qu'il faut aussi, alors, il y a plusieurs volets peut-être à prendre en compte, c'est l'anticipation, l'accompagnement, l'adaptation globale de la société. Tout ça, c'est des volets que la loi prévoit, même s'il faut encore attendre cette seconde lecture toujours par l'Assemblée nationale. Mais il y a plusieurs volets à prendre. L'anticipation, c'est important aussi. L'anticipation, la loi, elle introduit effectivement la prise de conscience et la prise en charge dès la retraite. Donc il y a un système de diagnostic qui doit être permanent pour effectivement mettre en place ce système de prévention qui permet à un moment donné de travailler sur des plateaux techniques ou des démarches et des processus d'accompagnement de ces personnes-là. Nous avons aussi un certain nombre de palettes de propositions, que ce soit dans le maintien à domicile, que ce soit les maisons de retraite, que ce soit les deux éventuellement. Il faut prévoir aussi pour notamment des personnes qui sont atteintes de démence, d'Alzheimer, des moyens de répit pour les aidants familiaux. Et Dieu sait, on en a beaucoup, et pas mal d'enfants qui se sacrifient dans ce sens-là et qui n'ont aucun soutien, aucune aide pour l'accompagnement de leurs parents. 4e édition des Rencontres de l'Autonomie 2015, 14 et 16 avril sur 50 ans en Yvelines. Pour le colloque, ce sera au Théâtre National sur Montigny-le-Bretonneux. Pour les ateliers, en revanche, ce sera dans vos locaux à Manille-les-Hameaux de Girondicap. Les ateliers vont se dérouler comment tout au long de la journée? Sachant qu'il y a un site internet, il va s'afficher si les gens veulent plus d'informations sur tout ça. Les ateliers s'adressent aussi à tous les publics, professionnels comme le grand public, des ateliers d'information, mais aussi des ateliers de mise en pratique. Comment, quand on est aidant, se détendre par l'activité physique. On parlait de prévention, comment prévenir un petit peu la perte d'autonomie par l'activité physique, comment des ateliers de relaxation et puis des ateliers d'information sur ce qui existe déjà sur le territoire, parce qu'effectivement, on a un territoire très riche et que fait une équipe spécialisée Alzheimer, que fait une équipe qui accompagne post-accident vasculaire cérébral, que font tous les professionnels, quel est le rôle Quels sont les rôles et les missions des uns et des autres? Quel est le rôle de Girondicap, justement? Alors, c'est l'occasion d'en reparler pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment la structure. Quelle est la mission? Le rôle de Girondicap, c'est de regrouper tous ces acteurs de l'accompagnement et d'essayer d'apporter cette cohérence au niveau du territoire, une politique solidaire pour les personnes en perte d'autonomie, personnes en situation de handicap, personnes âgées. Girondicap qui fonctionne bien aujourd'hui? Oui, quelle situation on peut faire? Nous avons une unité Alzheimer qui fait partie donc, de l'hôpital du Plaisir. Nous accueillons aussi un accueil senior. Nous avons un service d'accompagnement pour des personnes en situation de handicap vieillissantes, des personnes qui sortent d'ailleurs du milieu de travail, notamment des ESAT. Nous avons aussi des plateaux
de formation, des appartements aménagés pour les futurs auxiliaires de vie ou les aides à domicile. Nous travaillons aussi avec des organismes de formation pour tout ce qui est formation continue, le renforcement de compétences. C'est une expérience originale. Hein, je ne vais pas me venturer pour dire sur la France entière, mais c'est un groupement qui s'est spécialisé dans la gérontologie, effectivement, que ce soit personnes âgées dépendantes ou personnes en situation de handicap vieillissantes. Et une nouvelle fois, on vous renvoie au site internet pour en savoir plus sur la 4e édition des rencontres de l'autonomie 14 et 16 avril et puis sur le travail global mené par Géhandicap sur ce territoire de Saint-Quentin. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui en plateau. La suite du journal, c'est avec les communautés chrétiennes et musulmanes de Coignères qui ont organisé une collecte de denrées alimentaires ce week-end au profit du centre des Restos du Cœur de la Verrière, une 2e édition qui a connu un véritable succès, comme nous l'expliquent Yolène Thorez et Maxime Lemaine. Il fallait des bras costauds pour récupérer toutes ces denrées alimentaires. Le centre des Restos du Cœur de la Verrière stocke les produits collectés ce week-end par 2 associations de Coignères, l'une chrétienne, l'autre musulmane. C'est important sur une petite commune de voir qu'on peut travailler à 2 religions différentes sur une action commune de solidarité, puisque nous avons des valeurs communes. Donc c'était important de faire quelque chose ensemble et faire voir au public, de témoigner qu'on peut s'entendre, faire quelque chose de commun. C'est la 2e année que les communautés se réunissent pour cette action. Les Coignériens déposaient les produits à la sortie de leurs courses et ils ont été plus généreux cette année. En une journée, plus d'1 tonne de denrées a été collectée, contre 500 kilos l'année dernière. Une action utile et solidaire donc, et aussi humaine. Ça sert les 2 communautés à mieux se connaître, à mieux vivre ensemble et à incarner cette valeur de fraternité républicaine qui est une valeur aussi chère et religieuse au niveau de notre foi. Prochain rendez-vous le vendredi 22 mai, une rencontre interreligieuse sur le thème des valeurs est ouverte à tous. Du sport pour terminer ce journal, une course de casse à savon était organisée ce week-end à Villiers-Saint-Frédéric. Une vingtaine de bolides sans moteur qui ont dévalé les pentes de la commune. Mickaël Elmidoro, Mélanie Poquet et Florane Parfait. Mathis, 7 ans, est conducteur d'un bolide rouge. J'avais un peu peur au départ, mais après, comme je me suis habituée, j'avais plus peur. Pour la 3e année consécutive, une vingtaine de caisses à savon ont dévalé ce dimanche les 800 mètres de la rue de la Vallée à Villiers-Saint-Frédéric. Sensation forte garantie. Ici, c'est une toute petite descente et c'est vrai que on n'a pas la sensation réelle de vitesse, mais sur d'autres compétitions en France, on peut aller allègrement à 80-90 km/h. Et donc vraiment d'avoir de très très bonnes sensations, sachant qu'on est à 3 cm du sol. Dans la journée, il y a eu différents types de descentes. Parfois, il fallait aller le plus loin possible. Parfois, c'était la précision. Il fallait s'arrêter à un endroit bien précis, juste après la ligne d'arrivée. Donc là, il n'y a pas de chronométrage, c'est pas une compétition. C'est vraiment une manifestation qui est destinée à montrer au grand public ce qu'est la caisse à savon. Au-delà de l'aspect compétition, c'est surtout le look des voitures qui attire l'œil. Les enfants aidés par leurs parents ont passé des dizaines d'heures à travailler l'aérodynamisme et la carrosserie de leur véhicule. Il faut bien monter parce que la direction, s'il y a un problème en pleine course, il faut la direction, les freins, il faut bien monter. Parce qu'il y a un truc qui se casse et voilà, ce serait dommage de faire un accident. On va avoir différents échelons, on va avoir des caisses folkloriques qui vont être vraiment préparées avec des roues de vélo, donc ça va pas coûter très très cher, ça va être des éléments de récupération. Et après, pour ceux qui veulent vraiment pratiquer cette activité en tant que sport, par contre là on va avoir des véhicules qui vont pouvoir aller monter jusqu'à 4 000 €. Si vous avez manqué la course de Villiers-Saint-Frédéric, un autre Grand Prix est programmé à Fontenay-le-Fleury le dimanche 10 mai. Tout cela est très sérieux, 800 pilotes pratiquent cette discipline en France. Prochain journal demain, mardi, à la présentation Catherine Zulato. Je vous retrouverai juste après pour un 7-8 politique consacré à Voisins-le-Bretonneux et je recevrai en plateau pour un débat les candidats du second tour de cette élection municipale partielle sur la commune. Tout de suite sur TV Fil, le 7-8 Sport, c'est avec Mickaël Elmidoro. Très bonne soirée.